Bonjour à tous, il est 13h07. Merci d'être à l'écoute de votre France Bleu dans ce rendez-vous politique, émission spéciale comme chaque vendredi. Et jusqu'à 14h, j'accueille notre invité Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. En duplex de Reims, avec vous dans les locaux de France Bleu Champagne. Reims, où vous lancerez demain la grande convention de l'Union populaire. On va en parler, mais je réagis parce que je vous ai vu sourire à cette évocation. Que feriez-vous, Jean-Luc Mélenchon, avec 200 millions d'euros, vous? Je ne sais pas, ça dépasse un peu l'imagination. Mais je ne sais pas. Je fais partie de ces gens pour qui, c'est peut-être lié à mon âge, oui. Les rêves ne sont plus d'ordre matériel. J'aimerais être, s'il y avait une loterie, pour être absolument heureux. Voilà, ça me suffirait. Jean-Luc Mélenchon, le bienheureux, avec nous à Reims pour ce congrès, cette convention de l'Union populaire. Pourquoi Reims, Jean-Luc Mélenchon ? Parce que, commençons par dire les choses comme elles sont, Reims a la capacité d'accueillir un événement de cette taille. C'est 1000 personnes demain, ce sera sans doute 2000 dimanche avec le meeting, dans des conditions de coûts qui sont supportables par nous dans le cadre d'une campagne. Puis après, nous tournons, on va dans des endroits différents pour faire nos rencontres. Alors on me dit « Ah oui, mais alors monsieur Mélenchon, vous venez à Reims, c'est une ville... de droite. » Non, c'est une ville qui a une majorité de droite. Et alors, quel est le problème ? J'y ai fait 20% en 2017 et il y a ici 25% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc un gars qui vient leur parler de blocage des prix, en général, il est bien reçu. Bien sûr, mais il y a une histoire. Il y a Notre-Dame de Reims. Alors, un auditeur nous écrivait « Vient-il à Reims parce que sa personne est sacrée ?» Vous lui répondez quoi, Jean-Luc Mélenchon, Arthur ? Non, parce que la personne sacrée en question, c'est le tribun du peuple, qui, en effet, était considéré, le député du peuple romain était considéré comme sacré. Et même si on le touchait, alors les dieux eux-mêmes punissaient l'agresseur. Tandis qu'à Reims, c'était les rois de France qui étaient sacrés. Et moi, quand même, je suis un jacobin, donc on me le reproche assez. Vous voyez, c'est pas trop mon genre de beauté. Mais je respecte ceux qui cultivent ce souvenir et qui pensent qu'il suffisait qu'une colombe vienne vous mettre une petite goutte d'huile sur le front pour être le roi, pourquoi pas. C'est pas mon genre de beauté. En tout cas, c'est à Reims qu'Étienne Chollet a demandé aux citoyens ce qu'ils pensaient de vous, ce qu'ils pensent de vous, Jean-Luc Mélenchon. Oh là là. Écoutez-les. C'est un blablateur. Moi, j'aime pas son discours. Pour moi, c'est le candidat favori. C'est lui qui devrait, vu qu'il comprend un petit peu toutes les ethnies. Il sait que la France est un pays laïque. Il est assez démagogique. Ça fait beaucoup de mouvements avec les bras et peu de fond. Le fait qu'il aille au front par rapport aux autres, qu'il n'ait pas peur d'exprimer ses idées, son charisme en fait. J'aime bien. C'est un peu son côté chaud et froid qui me dérange un peu. Je suis pas vraiment d'accord avec lui, je le trouve agressif. Il a un peu un culte de la personnalité en fait. Mais on voit que lui dans son parti quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'il dit, il est charismatique j'ai envie de dire. J'aime le personnage, ouais, il est assez franc, brut de décoffrage. Et oui, j'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Je trouve que l'homme est bon, enfin j'ai pas de problème avec ses valeurs, etc. Mais j'aime pas le personnage qui se donne et le côté populiste. Il y a beaucoup de choses dans ces réactions, mais c'est intéressant. C'est comme s'il y avait le discours, vos propositions, et puis le personnage qui perturbe ou qui vous rend insaisissable. Bon, je ne vais pas répondre aux compliments, ça serait quand même un peu exagéré. Donc les critiques, certaines, je n'y peux rien. Si l'impression que je donne est d'être un homme agressif parce que je parle fort, je suis un Méditerranéen et tout le monde le sait. Ça, je peux rien contre ça et l'impression que ça donne. Mais est-ce que vous travaillez là-dessus, sur la gestion de vos humeurs et de vos indignations ? Non, mais mes humeurs, mes indignations, je suis comme tout le monde. Oui. Simplement, si vous voulez, quand on vous passe pendant 8 mois, 3 secondes, vous criez sur quelqu'un, on ne se demande même pas pourquoi vous criez, cet homme me menaçait de son arme. Je lui ai crié « La République, c'est moi », parce que c'était absolument incroyable pour moi. Maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas le faire. Et puis, surtout que ça m'a coûté d'être condamné, comme vous le savez. Et cet homme a bénéficié d'une indemnité pour la souffrance morale que ça lui a infligée. Donc passons, ça je peux rien contre ça. Après, il y a d'autres critiques que je trouve injustes. Celui qui dit oui, c'est des mouvements avec les bras, il n'y a pas de fond. Bon, je l'invite à lire le programme ou l'un de mes 22 livres pour voir si je manque de fond. Il pourrait me dire à quel endroit et très volontiers je me corrigerai. De même, quand on me dit il n'y a que lui, ça va, ça c'est la vieille propagande d'il y a 10 ans. Maintenant tout le monde connaît 2 ou 3 ou 4 députés insoumis parce que, pas grâce à moi d'ailleurs, pas grâce à eux-mêmes, par leur talent. Je pense au contraire être le seul homme politique qui a
en quelque sorte, favoriser l'accession à des responsabilités à des gens comme Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis, M. Adrien Caténins, qui est le coordinateur, Manuel Bompard, tous ces gens, bon, et combien d'autres, Manon Aubry, ça y est, j'en oublie, je vais avoir des problèmes avec la famille quand je vais rentrer, mais c'est pour dire, les voilà, ils sont tous là, et ce mouvement ne dépend plus de ma seule personne, c'est tout à fait évident aujourd'hui. Et vous le dites, Jean-Luc Mélenchon, en revanche, à titre personnel, c'est votre dernière campagne, probablement. Sur mon nom, bien sûr, parce que nom. J'ai dit, si je suis élu, je ne redoublerai pas, parce que c'est dans le programme qu'il faudra qu'il y ait une assemblée constituante, une 6e République, et donc après cette constitution s'appliquera. Et après, pour le reste, il y a 1000 manières de servir ces idées. Peut-être qu'il faudrait que j'en expérimente d'autres, parce que contrairement à ce que croient les gens, j'ai encore entendu ça tout à l'heure, je pense que c'est les gens qui manquent de lumière, qui supposent qu'on fait tout ça pour sa gloire. En fait, c'est une vie de chien qu'on mène quand on est en permanence sous la lumière. Et elle peut finir par user les individus. J'ai de la chance, c'est pas mon cas, mais je sais que le président Mitterrand m'avait dit une fois, écoutez, la couche de terreau n'est pas si profonde, ne grattez pas trop fort. Jean-Luc Mélenchon est avec nous jusqu'à 14h, invité de Ma France. Vous nous écoutez sur votre France Bleu, 13h14. Une France toujours sous le choc de Reims. Nous sommes pour Ma France à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, là où Samuel Paty a été sauvagement assassiné par un terroriste il y a un an. Demain, dans tous les établissements scolaires, on cherchait ce matin le plus juste hommage à rendre à ce professeur d'histoire-géographie mort après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. C'était lors d'un cours sur la liberté d'expression. Écoutez d'abord au micro de Clément Comte, cette enseignante à Reims, Francine Courty, qui s'adresse à ses élèves de 4e ce matin et qui fait le parallèle entre Samuel Paty et Gabriel Péry, résistant fusillé comme otage par les Allemands en 1941. Samuel Paty était un homme ordinaire qui ne cherchait pas à devenir un héros, mais qu'il est devenu, malgré lui, il est devenu un symbole de la liberté d'expression, de défenseur de la laïcité, ce mot qu'on a mis en rouge. Donc c'est important pour vous, effectivement, de voir les similitudes de destin à quelques dizaines d'années de distance, dans des contextes différents. Donc Gabriel Péry n'était pas, évidemment, professeur, mais il a été tué pour les mêmes raisons. Défendre la liberté, la mort violente, injuste, très important, et l'importance des mots qui peuvent changer le monde, nous dit Éluard, le poète, puisque nous sommes dans le contexte de la résistance, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc le contexte d'une résistance, le contexte d'un terrorisme islamiste, donc c'est très important pour vous de montrer que ça ne revient jamais sous les mêmes traits. Ce qu'on appelle la barbarie, entre guillemets, ça ne revient jamais sous les mêmes traits. Mais la liberté n'est jamais acquise pour toujours. Elle se défend, quelle que soit l'époque. Vous avez des correspondances à faire, des concordances à faire entre les époques. Voilà, c'est ça qui nous fait hommes, c'est ça qui nous fait humains, quelle que soit l'époque. Réaction immédiate à ce témoignage très fort, vous qui avez été aussi surveillant puis professeur, Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que c'est un bon plaidoyer que d'inviter la jeune génération à faire des rapprochements entre les agressions contre la liberté. Oui, c'est une bonne entrée. Sur le sujet proprement de Samuel Paty, il défendait la liberté d'expression. Et pardon si je peux vous paraître trop vétilleux, mais ce n'est pas pareil que la laïcité. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. C'est une séparation des églises et de l'État. Ce que faisait Samuel Paty, c'est qu'il expliquait toute la difficulté qu'il y a à accepter la liberté d'expression quand on n'est radicalement pas d'accord. Et c'est une opération extrêmement compliquée à enseigner parce qu'on est devant des jeunes gens qui peuvent être à vif, qui sont dans une ambiance familiale où on peut être très à cran sur ces sujets. Donc il faisait vraiment ce qu'il y a de plus sacré, si on va dire, dans la fonction d'enseignant, qui est cette transmission d'un point de vue qui est très difficile à tenir. C'est très difficile d'être tolérant à l'égard de ce qu'on ne supporte pas. C'est pourquoi il faut l'apprendre. Et Samuel Paty, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce qu'il faisait comme prof à ce moment-là, comme défenseur de la liberté d'expression. Après, celui qui l'a assassiné est un sauvage et un barbare. Sa conviction islamiste, à mon avis, est un habillage de sa sauvagerie personnelle. Et parce que nous devons aussi penser que pour des millions de musulmans, ils étaient horrifiés par cette affaire
et qu'il ne se sentait aucun point commun avec l'assassin et sans doute davantage avec la victime. Ça, c'est tout le drame d'une situation comme celle-là, voyez-vous. Donc, cultiver la mémoire de Samuel Paty me paraît être un bon point d'appui pour éduquer, comprendre et tâcher de devenir exactement, comme l'a dit cet enseignant juste avant moi, plus humain. Plus humain veut dire toujours plus apte à faire des choses qui vont en quelque sorte parfois à rebours de ce que notre instinct intellectuel nous guiderait. Et on va revenir, Jean-Luc Mélenchon, sur la manière dont on peut accompagner, soutenir les professeurs aujourd'hui, les sécuriser. Non, mais là, il y a quand même eu un sacré problème, parce que j'en parle, parce que comme j'avais été mis en cause, infernal, le système Pharos, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'étaient que 28 à l'époque. La hiérarchie rectorale était prévenue. Bon, tous ces gens-là devraient se mettre en cause, pas Pharos, parce qu'ils ont fait le boulot, mais la hiérarchie, oui, devrait s'interroger sur la façon avec laquelle elle a réagi, au lieu de s'en prendre à moi qui avait pointé du doigt le fait qu'il y avait eu un problème. Après tout, des problèmes, il y en a partout. C'est pas une honte de dire il y a un problème. Faut pas se sentir continuellement accusé quand on dit il y a un problème. La hiérarchie qui savait une semaine avant sa mort qu'il était menacé, Samuel Paty, par des islamistes locaux. Alors, ces enseignants, ils ont honoré la mémoire de ce professeur. Le ministre de l'Éducation nationale l'y invitait sans obliger à cet hommage. Écoutez, au lycée Jean Zay, nous retrouvons Cécile Dacosta. Bonjour Cécile, à Orléans. Bonjour. Il y a eu cette communion des enseignants et cette émotion ce matin aussi à Orléans, évidemment. Oui, dans ce lycée, l'hommage a eu lieu dans les salles de classe. Dès 8h, les professeurs qui le veulent observent 1 minute de silence avec leurs élèves. Mais ce matin, ils sont nombreux à préférer une prise de parole. La minute de silence, c'est bien sur le moment, à chaud, me raconte Sylvain Teul, l'un des professeurs. Mais aujourd'hui, 1 an après les faits, il préfère échanger avec ses élèves. Et donc dans cette lettre, en fait, ce même professeur de philosophie m'explique qu'il préfère tout simplement parler de son métier d'enseignant plutôt que d'aborder des grandes notions de laïcité, de liberté d'expression, les fameuses valeurs républicaines dont tout le monde parle aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément très concrètes pour des adolescents. Alors je vous cite la dernière phrase de cette lettre écrite avec ses collègues du lycée Jean Zay qui résume tout. C'est par la pratique quotidienne de ce métier que nous rendons jour après jour, sans cérémonie, mais avec sincérité, hommage à Samuel Paty. Merci Cécile. Céline Dacosta pour France Bleu Orléans. Là, oui, allez-y, c'est un prof de philo, donc je lui donne absolument raison. La minute de silence, il a tout à fait raison. C'est quand on est dans l'émotion, c'est une manière d'apprendre à se maîtriser. Le prof, là, il l'aborde dans un échange. S'il est prof de philo, c'est donc l'année de terminale, où on rencontre pour la première fois Descartes, la méthode du doute méthodique, ce que les Grecs appelaient époquée, suspension du jugement. Et ce sont des exercices philosophiques qu'il faut apprendre à faire pour contrôler sa pensée. Et ça a, à mon avis, un rapport très grand avec la question du choc que l'on ressent quand une opinion est émise avec laquelle on est en opposition frontale. Le doute méthodique va nous permettre non pas de tomber d'accord avec celui avec qui on n'est pas d'accord, mais de s'interroger sur la propre force que l'on tire en soi de ces certitudes. Continuer à expliquer la différence inlassablement, ce que nous faisons aussi avec France Bleu Côte d'Azur au Cap d'Aille où une école maternelle a été rebaptisée cet été Samuel Paty. Un reportage de Marion Chantreau. Pour certains parents et professeurs, renommer l'école, c'était un coup de com' politique du maire. Pour d'autres, c'est un acte symbolique fort. D'ailleurs, toutes les écoles devraient le faire. Ça nous a bouleversés. C'est terrible. C'est un bel hommage pour un professeur. Plusieurs familles se disent toutefois stressées et craignent que l'école de leurs enfants soit ciblée un jour pour le nom qu'elle porte. Pour moi, c'était inutile. Je pense que c'est pour marquer le coup qu'ils ont fait ça. Mais après, beaucoup de parents ont eu la peur d'un attentat. Beaucoup de parents avaient peur de ça. Amani a un enfant de 3 ans. C'est inquiétant aussi pour les parents. Ils ont mis 2 gendarmes la première semaine et depuis je vois plus personne. Donner son nom à une école maternelle, je vois pas trop l'intérêt. C'est des enfants, moi je dis faut pas les mêler de tout ça, sont au courant de rien, laissez-les tranquilles. Renommer un collège ou un lycée, Samuel Paty aurait eu plus de sens selon elle. Le maire Xavier Bec répond. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un parent d'élève a jamais expliqué à un élève de maternelle qui était André Malraux ou qui était Jean Moulin et comment était mort Jean Moulin? Donc c'est pas un argument pour moi qui est recevable. En septembre, le recteur d'Académie a fait sa rentrée dans cette école, mais des parents ont décidé d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement. La peur est toujours là, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, rebaptiser une école Samuel Paty provoque ces comportements et ces attitudes de parents qu'on peut comprendre, d'ailleurs. Bah oui, on peut comprendre, et les arguments
qui soulèvent, ils sont écoutables. Le maire a tort de dire non, j'en tiens pas compte, parce qu'il faut toujours tenir compte de ce que les gens disent. Hein. C'est pas par méchanceté qu'ils parlent comme ça, ni par sectarisme, ni par... Alors il y a en France une ambiance en général qui est assez mauvaise, parce que on a fait face jusqu'à présent des groupes d'exaltés terroristes islamistes qui ont été grosso modo maîtrisés aujourd'hui, on peut le dire. On a affaire maintenant à des groupuscules d'extrême droite qui se lancent dans des tentatives d'attentats. Ils ont été arrêtés la semaine dernière, encore un paquet. Bon, tout ça est pas bon. Il faut qu'on fasse baisser la tension dans ce pays, et la meilleure manière d'y contribuer, c'est d'arrêter de montrer du doigt les uns et les autres, quoi. Montrer du doigt les gens pour leur religion est une folie qui ne nous mène nulle part, parce que nous sommes tous français dans cette histoire, et que ce soit juifs, musulmans, chrétiens, ou la majorité des Français qui n'ont aucune religion, franchement, c'est pas un sujet à comme ça remuer sans arrêt, ça ne nous mène nulle part. J'ai qu'une chose à dire, c'est fichez-nous la paix avec la religion. Ah, attendez quand même, on a un sondage, 84% des Français qui pensent que le communautarisme n'a pas régressé à l'école, et pour les enseignants, que leur sécurité, à 93% de ces sondés, n'a pas progressé en un an. C'est-à-dire que nous n'aurions tiré aucun enseignement de cet assassinat, un de plus. Non, je ne serais pas d'accord avec eux, mais je comprends qu'ils soient très émus. Là où je leur donne raison, c'est que le communautarisme, ou les communautarismes, parce qu'il n'y en a pas qu'un dans ce pays, hein, il y en a qui sont particulièrement venimeux aussi, qui existent. Oui, ça existe, et c'est quasiment encouragé, parce que sans arrêt, on n'arrête pas de renvoyer les gens à leurs différences, à leurs traditions, tout ce blabla a un prix à un moment donné. C'est que théoriquement pas dans l'école de la République. Si vous voulez, quand on va à l'école, les mathématiques, il n'y a pas des mathématiques pour les juifs et d'autres pour les catholiques. Il n'y a pas de sciences physiques pour les gens. Pardon ? Et c'est pas le discours qu'on entend. Heureusement, bien sûr. Non, l'école. Bon, et en même temps, les gens, ils ont un peu. C'est normal, hein, on a oublié le passé. Quand est-ce que ça a été simple ? Jamais. Quand l'école publique a commencé, les gens ne voulaient pas y mettre leurs enfants parce que c'était l'école sans Dieu. Ça se disait à l'époque, il y avait toutes des campagnes qui existaient. Oui, on ne se posait pas la question de sanctuariser l'école et de protéger les enseignants. Mais bien sûr que si. La protection physique, mais je peux vous citer les circulaires, pardon, ça m'a intéressé. C'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause, mais nous avons eu jusqu'à des circulaires de préfets interdisant aux instituteurs d'être bedeaux de la cure voisine. Hein. Bon, tout ce vocabulaire. Voilà, on parlait de la sécurisation, évidemment, du travail de professeur aujourd'hui. N'exagérons rien. Il y a aussi, on va dire, alors il y a les parents d'élèves qui viennent ramener leur grande bouche et crier après un instituteur ou un enseignant, tout ça est insupportable. Mais n'allons pas jusqu'à dire que tous les enseignants de France sont menacés, parce que si vous voulez cultiver la peur pour faire du buzz et que ce soit sensationnel et que ce soit intéressant, a aussi un prix collectif. Au bout d'un moment, c'est que réellement la peur est mauvaise conseillère. Oui, mais ce qui est sûr, c'est quand on parle de l'école de l'éducation nationale aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. Vous le savez bien, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que la question des moyens, il y a aussi l'accompagnement moral, psychologique, de formation des enseignants, qui fait partie de vos propositions. En tout cas, moi, pour ce qui est... Je ne vois pas les choses sous cet angle-là. Ce qui est certain, c'est que les enseignants ont besoin d'une préparation à la pédagogie, c'est-à-dire à l'art d'enseigner, qui ne peut pas venir simplement à la fin de leurs études, comme on dit, disciplinaires, c'est-à-dire de leur spécialité. Pour ma part, je suis pour la réouverture d'écoles professionnelles de l'enseignement, peut-être sur le modèle d'autrefois, les anciennes écoles normales, mais... Non, franchement, les conditions dans lesquelles ça se déroule aujourd'hui ne sont pas acceptables. Les primo-arrivants sont lancés, à mon avis, d'une manière sans préparation dans les salles de classe. Donc je ne suis pas content de ça, de la même manière que je ne suis pas satisfait de la façon dont sont organisées les études, la difficulté qu'il y a aujourd'hui à trouver une place dans l'enseignement professionnel public pour toutes sortes de jeunes gens qui sont des passionnés de technique et de sciences pratiques. Bref, je fais des propositions dans ce domaine, et je pense que ça aussi c'est de nature à détendre l'atmosphère à l'école, parce que vous n'êtes pas le même jeune homme, la même jeune femme, quand vous êtes en train de faire ce que vous aviez envie de faire, à quoi vous vous préparez, que quand vous êtes contraint et forcé de vous trouver ici ou là dans telle filière dont vous ne vouliez pas. Je crois que le point de départ de tout ça, c'est que on doit savoir quelle place on va occuper, on va prendre parmi les autres dans la société. L'école ne peut pas se penser en dehors de la société dans laquelle elle est.
Je ne sais pas si ces formules sont assez claires pour qu'on les comprenne. En tout cas, moi, je suis un défenseur, de l'art d'enseigner. Je vais le dire crûment, je ne suis pas d'accord avec le recrutement à Bac+5, parce que Bac+5, j'ai connu des instituteurs recrutés au niveau BEPC ou dans les écoles normales et qui étaient de très bons instituteurs, tandis qu'à Bac+5, on ne trouve que les jeunes gens qui ont pu se payer 5 ans après le bac des études. Je voudrais que l'école s'enracine de nouveau dans les milieux populaires par les instituteurs, les institutrices qui sont en même temps des passeurs de savoir, des références pour les jeunes gens qui s'y trouvent, les tout petits surtout, et qui sont en même temps un exemple de la réussite par la méritocratie et par l'école. Donc on revoit le parcours de formation et on revalorise aussi, de fait, vous l'avez chiffré, à 17 milliards d'euros le métier d'enseignant. Écoutez, franchement, regardez, que personne ne se sente vexé en m'écoutant, mais quand vous commencez, vous commencez avec un Bac+5 à 1 400 €, c'est-à-dire 200 € au-dessous du SMIC. En 1980, les gens gagnaient quand ils entraient 2 fois le SMIC. Maintenant, c'est 1 fois, 0,2. Bien, regardez d'autres métiers. Alors, on est le pays d'Europe où les profs sont le plus mal payés. Les soignants sont les plus mal payés. Et nous avons alors un capitaine de police, pour prendre un autre exemple dans la fonction publique. Il est à Bac+3, il commence à 2 400 €. Tant mieux pour lui, et je trouve que c'est bien. Mais pourquoi alors faire commencer ce qui est quand même l'élite intellectuelle du pays? Si c'est pas cela, les profs, l'élite, alors c'est qui? Les faire commencer à des salaires de misère pareils, pour moi, c'est odieux. Alors, il faut pas non plus sombrer dans la démagogie et dire que sur un claquement de doigts, on va trouver des milliards, parce que c'est pas vrai, ils y sont pas. Mais revaloriser, de reprendre tout le gel du point de salaire qui est resté bloqué pendant presque 10 ans, ça, oui, on peut le faire tout de suite. Et de même, il faut, après ça, augmenter encore. Donc au total, moi j'ai calculé qu'il y avait 15% qu'on pouvait donner tout de suite, 15% qu'on discute pour un avec petit les peu... syndicats d'enseignants. Voilà, et ça nous fait 30%. J'estime que c'est tenable, ça fait 17 milliards cette opération-là, on les trouve. Et vraiment, je dis aux gens, écoutez, vous ne paierez jamais trop cher vos professeurs, parce que c'est quand même la principale force qu'a ce pays où il n'y a rien, c'est juste la matière grise de nos enfants. C'est eux qui vont faire un futur heureux ou pas, mais avec un peuple d'ignorants, on fera rien. Jean-Luc Mélenchon est avec nous jusqu'à 14h sur votre France Bleu. À tout de suite. 13h32, merci d'être à l'écoute de Ma France sur votre France Bleu. Nous qui sommes à Reims, dans les locaux de France Bleu Champagne, jusqu'à 14h en ce vendredi politique. Reims, où notre invité Jean-Luc Mélenchon donnera un grand meeting, le premier de cette rentrée dimanche, au cœur de la convention de l'Union populaire. En un mot, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est cette Union populaire, qui est un véhicule de campagne, une nouvelle stratégie, comment la définir ? Jean-Luc Mélenchon. Eh bien écoutez, ça a été fait parfaitement il y a un instant. C'est lorsque l'union au sommet entre des partis est impossible parce que les divergences sont trop grandes. Je demande qu'on m'entende bien, c'est pas une affaire d'ego ou de personne. C'est une affaire de lignes qui sont absolument contradictoires. Et tous ceux qui croient qu'on peut se cacher derrière une étiquette et ensuite que les gens vont pas s'en rendre compte, se trompent. Par exemple, si moi je dis que je vais aller taper sur l'épaule de Madame Hidalgo, personne ne croira que c'est sincère parce qu'ils savent que nous sommes... Et réciproquement. Oui, et réciproquement, bien sûr. Personne ne trouvera... Parce qu'ils savent très bien qu'on n'est pas d'accord sur la relation à l'Europe, qu'on n'est pas d'accord sur la planification écologique, on n'est pas d'accord sur le nucléaire. Alors, vous comprenez, prendre les gens pour des imbéciles et dire, écoutez, non, c'est pas grave, tout ça, on verra après. Non, justement, ils ont vu après et ça les intéresse pas. Donc on parle de la base avec puisqu'on ne peut pas faire l'union au sommet, alors faisons-la à partir de la base, mais j'insiste, pas autour d'une personne, c'est pas le sujet, mais autour d'idées et de mesures. Et là, nous avons fait un sondage. Alors on a demandé aux gens, au lieu de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec Mélenchon, on leur a demandé, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec le SMIC à 1 400 €? Réponse, 8 Français sur 10 sont d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec le blocage des prix que nous proposons? 7 Français sur 10 sont d'accord. Donc vous voyez, il y a un programme majoritaire. Alors après, le défi, c'est pour nous. Comment se fait-il que si nos idées sont majoritaires, nous n'arrivions pas à l'être électoralement? Le défi est là, il faut se mettre au boulot, il faut retrousser les manches, il faut convaincre. Je suis persuadé que tout tient, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne mon programme, l'avenir en commun, au fait que les milieux populaires s'en mêlent. S'ils votent, nous serons à la victoire. S'ils ne votent pas, nous sommes cuits.
Bon, eh bien, on verra. Si vous voulez, c'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est une élection, c'est une élection, c'est pas le jeu des petits chevaux. Donc, c'est pas les sondages qui font une élection. Une élection, une démocratie, on explique. D'autant moins à 6 mois de la présidentielle. Oui, on se contredit, des fois le ton monte un peu, et puis après chacun rentre en lui-même et se dit, bon, qu'est-ce que je fais qui peut être utile pour mon pays? Voilà, c'est une campagne, il faut respecter ça. Alors j'en profite pour dire qu'une campagne, ça se respecte, et que le président de la République ferait bien de s'en rendre compte, quoi. Faire le candidat sans le dire, c'est un procédé qui, en démocratie, est assez pitoyable à mes yeux. On va en parler d'Emmanuel Macron, de ce dont il s'agit à Marseille dans l'après-midi. Avec vous, Guillaume Ricavi, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui êtes journaliste et directeur des rédactions du groupe La Provence à Marseille, France Bleu Provence. Nouvelle venue du président cet après-midi sur l'insertion des jeunes. Il fera aussi un bilan d'étape sur son Marseille en grand. Marseille est devenue sa résidence secondaire? En quelque sorte, Wendy, vous avez raison. Souvenez-vous, le 2 septembre, le président Macron, sur une estrade dans les jardins du Palais du Pharaon, au-dessus du Vieux-Port, qui avait décliné ce qu'il entendait faire de la ville de Marseille, ce fameux plan Marseille en grand, sur une trentaine de sujets, l'éducation, les transports, l'économie, la culture, tout y était passé. Et il avait pris à cette occasion, sous la pluie, car il y avait eu une averse, l'engagement de revenir à Marseille à la mi-octobre pour faire un premier point d'étape, et il a tenu parole puisque Emmanuel Macron est attendu ici dans la cité phocéenne vers 18h pour une visite d'un lieu symbolique, le cloître des Faiseurs d'Avenir. C'est un ancien couvent où sont hébergés des start-up et des associations qui travaillent sur le thème de l'insertion. Il y aura donc cette séquence en fin d'après-midi, et puis il y aura le fameux bilan, le fameux point d'étape qu'il avait prévu. Ça sera un dîner de travail, c'est présenté comme cela dans son programme, en préfecture, entouré des forces vives, j'allais dire, de Marseille et de cette métropole. Martine Vassal, présidente de la métropole, Benoît Payan, le préfet, Renaud Muselier, le président de la région Sud. Ils seront tous réunis, et il entend, au cours de cette revue, faire un petit peu le point des chantiers qu'il avait lancés, initiés, voir où est-ce qu'on en est, et sans doute aussi peut-être rappeler quelques règles du jeu, car on l'a bien vu ces derniers jours à Marseille, parfois il y a quelques tensions entre toutes ces institutions qui ne travaillent pas forcément de concert. Benoît Payan, le maire, qui a annoncé cette semaine ce milliard 200 000 millions d'euros pour rénover les établissements de la ville. Ça a beau être transpartisan, ça vous plaît pas, Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'Emmanuel Macron imprime comme ça marque dans la deuxième ville de France? On s'est habitué à tout, donc plus rien ne surprend. Enfin, je signale ça, c'est le député des Bouches-du-Rhône qui parle? Oui, mais le député, je ne suis pas député des Bouches-du-Rhône, je suis député élu dans les Bouches-du-Rhône, je suis député de la Nation. Mais Marseille a déjà un maire, il n'en a pas besoin de deux. Il y a déjà un président de région, il y a déjà un président de l'agglo qui est en même temps président du département, plus personne n'y comprend rien, enfin bref. Moi je trouve, non, je suis pas d'accord. Le roi arrive et réunit tout le monde, et alors il a des milliards, d'ailleurs, soit dit par parenthèse, comme personne ne fait attention à rien, la dernière fois on a déjà chanté merveille sur ce milliard, qui n'a d'ailleurs jamais concrétisé. Le maire vient de dire qu'il les a dans sa poche, tant mieux, j'en suis content, mais moi on ne me prendra pas pour un gamin. J'ai parfaitement vu la dernière fois qu'il allait à l'hôpital annoncer des choses qui existaient déjà, il allait au commissariat annoncer des choses qui existaient déjà, et il n'est pas le maire de Marseille. Alors, il ferait mieux de s'occuper de nous dire comment il va libérer la ville des trafics d'armes qui s'y déroulent. Oui, ça, c'est la police nationale, ça nous intéresse. Il l'a fait aussi lors de ce déplacement. Non, il n'a fait que répéter ce que M. Darmanin avait déjà promis. De la même manière, nous libérer des trafics de drogue, de la même manière, nous libérer du trafic des êtres humains. Oui, voilà les responsabilités de l'État. Et puis pour le reste, si vous voulez, vous venez d'annoncer que 60 écoles avaient dit qu'elles étaient d'accord pour participer à cet appel à projet. Je suis absolument opposé à ce que les écoles soient des établissements concurrentiels qui font des projets. Il y a 80 établissements scolaires qui ont refusé. Je suis contre le fait que le directeur d'une école choisisse le personnel de son école. Il y a un statut de la fonction publique et ça ne doit pas dépendre d'un roitelet local de savoir qui va être prof ou pas dans l'école dans laquelle seront mes enfants. Non, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Et bien sûr, alors vu de loin, c'est très joli, c'est de la com, tout le monde est là. Un dîner de travail, vous plaisantez? Vous croyez qu'en un dîner, on va régler quoi que ce soit? Tout ça, c'est de la com et rien d'autre. Il y a l'urgence, il y a une urgence à Marseille, quand même. Voir Marseille en grand et s'occuper des vrais sujets, pour le député de la Nation que vous êtes, ça a du sens. Bien sûr, alors parce que vous pensez qu'on faisait quoi avant?
Mais enfin, c'est quand même un monde. Alors cet homme arrive, on va enfin s'occuper des vrais sujets. La rénovation des écoles, des habitats, c'est un sujet. Oui, vous savez que c'est de compétence municipale. Allez poser la question à M. Godin, si vous avez une question à lui poser. Mais Benoît Payan joue le jeu de ce dîner républicain, manifestement. Non, mais vous changez de sujet. Vous me dites qu'il y a des urgences. Je vous dis comment en est-on arrivé là. Non, mais bien sûr, mais il y a un maire, il y a des responsables. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on transfère les responsabilités ou qu'on acclame un sauveur, quelqu'un qui arrive après la bataille et qui promet de l'argent qu'il n'a pas. Donc maintenant, si les gens, ça les amuse de croire à des sornettes pareilles, moi non. Marseille, c'est le défilé permanent, c'est le pèlerinage des promesses. Tous les grands hommes sont venus promettre tout et son contraire. Avant, il y a eu Hollande, il y a eu Hérault, il y a eu Valls. Tout le monde est passé promettant des milliards, des écoles, des rues, des transports, et il n'y a rien qui bougeait. Celui-ci ne fera rien de plus que les précédents. Il faut reprendre à zéro à partir des pouvoirs locaux, à partir des élus qui sont là, qui sont ceux qui connaissent le mieux le terrain, et dans le respect de ce qu'ils sont. Chacun a une compétence. La région en a une, le département une autre. Et moi qui suis député, je n'ai aucune compétence locale parce que je n'ai pas de pouvoir local. Il faut arrêter de tout mélanger. Et le président de la République, là, est en train de faire un numéro de com. Alors peut-être que dans une vie ultérieure, il a l'intention d'être candidat à la mairie de Marseille, mais c'est vrai qu'on l'y voit beaucoup. Je peux lui signaler d'autres endroits. Ah non, pas moi, ça c'est clair. Je félicite ceux qui acceptent de le faire et qui sont candidats. Alors Marseille, là, en l'espace de 2 ans, on a déjà eu 3 maires. La première qu'on a élue, le deuxième qui est apparu en cours de route, et puis maintenant nous avons monsieur le président de la République. Bon, bref, je veux pas non plus refroidir tout le monde. C'est bien, il vient chez nous, on est content. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Merci à Guillaume Ricavi qui va suivre également le congrès des sapeurs-pompiers demain, congrès national. Sérieux, voilà. Et ça, c'est sérieux, oui, Guillaume. Ça, c'est... Oui. Allez-y. Oui, effectivement, ce congrès qui est très attendu, en tout cas les pompiers attendent beaucoup de la visite d'Emmanuel Macron demain parce qu'ils attendent de lui des mesures fortes. Emmanuel Macron rend régulièrement hommage à ses héros du quotidien et tous les pompiers que l'on a pu rencontrer, ils sont 250 000 en France, eh bien ces pompiers-là attendent de lui un geste, notamment financier, notamment sur la question des retraites, car les retraites sont toutes petites au regard des services rendus tout au long de l'année par ces sapeurs-pompiers. Merci beaucoup Guillaume Ricavi, journaliste et directeur des rédactions du groupe La Provence. Il est 13h41 sur votre France Bleu. Ma France est sur France Bleu. Eh bien, vous entendez cette discussion en studio, c'est Jean-Luc Mélenchon avec notre invité, pardon messieurs, pour ce face-à-face, il est 13h41, j'accueille un ambassadeur du Champagne, nous sommes à Reims, de ce patrimoine immatériel et de la Champagne, Pierre-Emmanuel Tétinger. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour connaissez, monsieur Mélenchon. Vous connaissez tous les deux vous connaissez un peu? Non, j'ai connu l'oncle, je crois, qui était un aristocrate grantin, qui était absolument pas de mon bord, mais avec qui je m'entendais très bien, qui était un homme plein d'humour. Il me l'avait dit aussi, il s'entendait aussi très bien avec... le maire de Paris, M. Delanoë, qui lui a rendu hommage en lui faisant une très jolie place à Paris. Vous avez des choses à partager, notamment sur la culture de l'entreprise. Vous êtes aujourd'hui, c'est le chef d'entreprise qui parle, c'est la grande famille Tétinger qui a fondé votre grand-père, un groupe que vous vendez à un fonds américain en 2005. Vous avez racheté ensuite l'activité Champagne, Pierre-Emmanuel Tétinger, et aujourd'hui c'est votre fille, Vitaly, qui a 42 ans, qui a pris la succession à la tête de la maison de Champagne. Je rappelle à nos auditeurs et à Jean-Luc Mélenchon que Tétinger, c'est 6,5 millions de bouteilles vendues chaque année, 288 hectares de vignobles. La culture de l'entreprise, Pierre-Emmanuel Tétinger, manque-t-elle généralement aux candidats à la présidentielle? Les candidats sont d'abord, je voudrais saluer M. Mélenchon, je suis très honoré de le voir. Moi, je suis un démocrate et je trouve qu'en démocratie, il est important de se connaître, de se parler et éventuellement de s'aimer. C'est un mot important. Et donc, oui, moi, je crois que les hommes politiques ont souvent pas beaucoup le temps de fréquenter l'entreprise et c'est pas de leur faute, ils ont bien d'autres tâches. C'est pour ça qu'il est important qu'on se rencontre. Je crois beaucoup à l'entreprise, surtout parce que c'est un sujet que M. Mélenchon aborde souvent, il a bien raison, c'est l'emploi et c'est l'immigration. Si on veut de l'emploi et si on veut donner du travail aux immigrés qu'on a l'honneur de recevoir chez nous, il faut créer des entreprises, il faut que les entreprises soient heureuses, il faut pousser les jeunes à entreprendre. Entreprendre, c'est un risque. Et oui, en ce sens-là, l'emploi, l'entreprise, c'est une vraie réponse à la problématique politique de l'immigration et de la recherche d'emploi. Alors, on a un chef d'entreprise, Denis Père, qui se présente au congrès LR le 4 décembre. On a la vision d'Arnaud Montebourg, qui est revenu à l'entreprise pendant 5
ans, à la rencontre des initiatives françaises. Elle fait du bien pour vous, Pierre-Emmanuel Tétinger, cette candidature, avant de laisser Jean-Luc Mélenchon répondre? Elle fait je ne sais pas, il avait déjà été candidat, monsieur Père, une fois, puis il avait renoncé. Et celle de Montebourg? Celle de Montebourg, Montebourg, c'était encore, il a eu bien fait de s'intéresser au monde de l'entreprise, mais d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon s'y intéresse bien sûr aussi. Simplement, c'est un peu une carrière un peu courte. On a bien senti que monsieur Montebourg, ce qui l'intéresse, c'est évidemment la politique, et c'est bien sûr très noble. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'être entendu par les hommes politiques et d'être compris. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de rencontrer Jean-Luc Mélenchon, dont je sais que l'immigration et l'emploi sont des thèmes forts pour lui. Et donc, ce qui compte, c'est d'être au dialogue, les entrepreneurs. La seule chose que je voudrais dire, c'est que le monde politique français, et ça, je sais que Jean-Luc Mélenchon ne me contredira pas, est dirigé par une technostructure, d'une façon générale, de gauche ou de droite, qui ne connaît pas l'entreprise. Et ce sont des gens qui prennent le pouvoir à la sortie de l'école, à l'âge de 30 ans. Ils se retrouvent dans tous les cabinets ministériels, sont souvent dotés d'une belle intelligence, mais leur culture de l'entreprise est totalement nulle, et c'est un des gros freins à la compréhension de l'emploi, de l'entreprise. Et je le redis, sur ce thème de l'immigration, il est important, mais il faut donner des emplois aux immigrés. Et pour ça, il faut créer des entreprises. Ça, c'est un point qui vous permet de correspondre. On parlera ensuite du renforcement de l'ISF et de la retraite à 60 ans. Jean-Luc Mélenchon, pour ses premiers propos du chef d'entreprise. Disons qu'on n'a pas la même porte d'entrée sur la question de l'entreprise. Hein, et vous allez voir que chacune a peut-être sa légitimité aux oreilles de ceux qui nous écoutent. Moi, dans une entreprise, je vois le collectif humain. C'est-à-dire des gens attelés à une tâche et qui ont à effectuer dans les meilleures conditions avec le meilleur produit à la sortie. Donc, ce que je vois dans l'entreprise, c'est des êtres humains au travail, c'est des qualifications qui s'apprennent parce que on ne naît pas avec un savoir en soi. Et l'apprentissage pour vous n'est pas la panacée, loin de là, et vous êtes très cohérent là-dessus. Pour moi, c'est le lycée professionnel, et je ne veux pas vous démentir, mais mon sujet, ce n'est pas donner du travail aux immigrés, c'est faire ce qu'il y a à faire bien et dans les meilleures conditions possibles. Donc, avec le temps de travail qui est nécessaire, et pas au-delà, pas faire suer le burnous, pas avec des gens qualifiés, et pas des gens qu'on improvise dans les métiers. Donc, pour moi, l'essentiel, par rapport à ce que vous appelez le monde de l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens hautement qualifiés, bien payés, qui aillent au travail. Voilà mon but. Alors, et là, dans le cas du champagne, on est sur des questions qui sont beaucoup plus techniques que l'impression qu'on peut avoir de loin. D'abord, moi, si je venais vous voir, je vous dirais, si c'est moi le président de la République, je vais vous dire, écoutez, il y a un problème dans votre branche, c'est que vous représentez 2% de la surface agricole, mais vous consommez 30%, pas vous ici en Champagne, hein, mais le vignoble, vous consommez 30% des pesticides. Là, les amis, ça va pas. Faut vous débrouiller autrement. Je dirais ça, et puis après, je vous dirais, pour vous donner le coup de main, je vais aller avec vous à la Commission européenne, et là, je vous donne raison, les illuminés technocrates qu'il y a là-dedans qui considèrent que faire du champagne, on peut par exemple en faire partout. Ben non, c'est sur certaines terres, avec certaines normes, certaines quantités d'eau d'arrosage, et eux ils disent ah ben non, et vous savez comme moi que ça vous pend au nez, dans les 10 années qui viennent, il va falloir que toutes les caractéristiques qui contribuent à faire ce vin-là, et pas n'importe quel autre, elles vont être levées par la Commission européenne qui ne connaît absolument rien au champagne, de même qu'elle ne connaissait rien au vin rosé, puisqu'ils prétendaient qu'on allait en faire en mélangeant du blanc et du rouge. C'est une trouvaille qui vous montre le degré d'absurdité auquel des technocrates qui n'ont jamais vu une grappe de raisin de leur vie peuvent succomber. Alors, cette expertise viticole champenoise, ça parle aussi à l'ambassadeur de ce patrimoine immatériel. Vous avez raison. Alors, je vais vous répondre. Je suis parfaitement en phase avec ce que vous avez dit sur le projet humain. Moi, j'ai repris cette entreprise par patriotisme économique. Et quand on me demande ce que j'ai fait chez Tétinger, mon seul mot, ça a été de régler la voilure humaine du projet. Chez Tétinger, nous avons un climat social, je le cite, mais parce que c'est important, excellent. J'ai d'excellents rapports avec les syndicats. Je crois au syndicalisme profondément. Et je crois à la richesse partagée. Et en Champagne, la richesse est très partagée entre les vignerons, les négociants, le monde coopératif. Il y a 133 coopératives en Champagne, avec cette mère nourricière qui est le Crédit Agricole, qui est une coopérative. Donc nous connaissons bien les structures coopératives. Et pour répondre à votre question, je suis entièrement en phase avec vous sur le respect de l'environnement. Nous sommes de plus en plus... Toute la Champagne s'est lancée dans un processus de viticulture écologique avec des spécifications et des agréments en ce sens. Il n'y a pas un écart entre vous. Vous savez, je crois beaucoup à l'intéressement.
dans ce qu'avait fait le général de Gaulle, avait voulu le général de Gaulle. Chez Tétinger, comme dans d'autres grandes maisons de champagne, l'intéressement est très important. Nous avons la plus belle prime d'intéressement, une des plus belles de France. Je crois au partage de la richesse profondément. Et croyez-vous au patriotisme économique tel que le défend Jean-Luc Mélenchon ? Oui, j'y crois beaucoup. Vous savez, moi j'ai racheté cette entreprise aux Américains à la force du poignet avec une coopérative qui s'appelle le Crédit Agricole, et cette coopérative qui vit des ressources de tous les agriculteurs et tous les viticulteurs de la Champagne. Donc il n'y a pas une virgule d'écart entre ce que dit M. Mélenchon. J'ajouterais même une chose, une dernière chose. Donc vous êtes totalement en phase avec le discours économique de notre invité. Ce qu'il a dit, et mieux que ça, j'ajouterais aussi qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise sans notion de patrimoine et de culture. C'est pour ça que nous sommes très attachés à l'action culturelle, à l'action patrimoniale. Et une dernière chose, il n'y a plus de chefs d'entreprise, à mon sens, qui ne doivent pas consacrer 10% de leur temps à une cause totalement bénévole. Je préside moi-même la mission UNESCO en Champagne. Et M. Mélenchon, j'ai racheté, je serais content que vous veniez le voir, la plus ancienne affaire de vitraux du monde. C'est une affaire artisanale qui ne gagnera jamais d'argent, mais qui préparera pour vous comme pour moi notre venue au paradis. Alors, c'est pas un face-à-face, c'est un côte-à-côte. Vous voterez Jean-Luc Mélenchon avec la Non, mais écoutez, le face-à-face s'est transformé en côte-à-côte. Je ne sais pas encore pour qui je voterai. Pour ne rien vous cacher, je ne sais pas encore pour qui je voterai. Parce que je vais dire quelque chose à M. Mélenchon. On en termine. On vote pour un candidat, mais on vote pour la façon dont il s'entoure. Vous voyez, ce que je reprocherais à notre président de la République, c'est quelque part, parfois, qu'il ne s'entoure pas de gens meilleurs que lui. Merci Pierre-Emmanuel Tétinger. De technocrate. Moi, par contre, je suis entouré de quelques viticulteurs. C'est pour ça que vous m'avez vu un peu savant. Les viticulteurs du Jura, parce que je ne peux pas me renier, j'en viens. Mais vous savez, Jean-Luc, il n'y a pas de viticulture bio complète, parce que si on faisait du bio complet, il faut que vous le sachiez pour votre... Eh bien, quand on presse un raisin, si on n'y ajoute rien, ça fait du vinaigre, depuis 3000 ans. Donc le bio n'existe pas. On est au courant. Mais je suis d'accord avec vous. En ce moment, on fera une émission sur le vin. C'est les mouches. Je vous signale qu'elles sont remontées très haut. Vous le savez, ça Merci. Oui, absolument. Mais oui, je le sais. Merci, messieurs. Juste un mot sur le patriotisme économique, Jean-Luc Mélenchon. Comment faire pour qu'il ne coûte rien aux ménages français ? Parce que si on met en place des droits de douane, mécaniquement, les prix des importations je vous rassure tout de suite, ça coûtera plus cher. Je ne le fais pas par patriotisme, si vous voulez, c'est pas pour me dire « Ah, c'est seulement la pomme de terre française, c'est la meilleure du monde ». C'est de quoi avons-nous besoin et qu'est-ce qui est raisonnable de savoir faire nous-mêmes. Puis le reste, bon, on ne sait pas le faire, on demande à d'autres. On partage. Il y a une division internationale du travail. Donc moi, je suis pour que nous retrouvions, par exemple, notre souveraineté alimentaire. Je ne trouve pas normal qu'on préfère l'usage de la terre pour fabriquer du maïs pour élever des poulets en Chine, alors qu'on n'a pas de carottes pour la cantine d'à côté. Voilà ce que je dis à propos de la souveraineté alimentaire. De même, j'entends tous ces gens qui me disent « Il faut réindustrialiser. Doucement là, réindustrialiser quoi? Pourquoi faire ?» Donc commençons par dire de quoi on a besoin, puis après on regarde comment on fait. On sait tout faire, nous autres Français. Tant qu'on n'a pas saccagé complètement notre école, on continuera par avoir assez de matière grise pour le faire. Là, donc, je propose qu'on redresse ça, comme vous le savez, puis qu'on se pose des questions de la technique. Vous savez que ça vient sur le nucléaire. Bon, il y a un débat qui est passionnant, qui va commencer maintenant. On y vient. Mais les gens comme moi qui vous disent, on va arrêter tout ça parce que c'est trop dangereux, ils sont obligés de vous dire en même temps, il va falloir mettre en route d'autres productions d'énergie, parce qu'on ne fait pas de société sans énergie, ça n'existe pas. Donc les gens, là, il va falloir un peu retrousser les manches et puis faire de l'huile de cervelle pour trouver comment nous allons installer les capacités de production d'électricité, je pense notamment aux hydroliennes, à la géothermie, à tout ça. Il y a du travail. Le pays ne manque pas de besoin de travail. Il manque de quoi salarier les gens. Mais ça vous coûtera plus cher. Alors je vais vous dire, il n'y a rien de plus écolo que d'augmenter le SMIC. Pourquoi ? Parce que celui qui a une meilleure paye, il achète pour ses gosses du meilleur manger. Et le meilleur manger, ça coûte plus cher parce que justement, on ne met pas des pesticides partout pour faire crever tout ce qui entoure la plante qu'on veut faire. Donc il faut vous faire à l'idée que moins cher n'est pas ce qu'il y a de plus raisonnable, à condition de pouvoir payer. Merci Jean-Luc Mélenchon. Il est 13h53. Merci Pierre-Emmanuel Tétinger. Merci beaucoup. Ma France est sur France Bleu. Alors on va revenir quelques instants sur l'énergie. Voilà, on est à l'antenne toujours, messieurs. Le magazine Challenge, notre partenaire pour cette émission politique, avec cette une et ce dossier énergie renouvelable, le pari impossible sans le nucléaire. Vous en parliez, Jean-Luc Mélenchon. Le nucléaire, c'est 67% de la production électrique aujourd'hui. Alors, vous parliez de l'énergie hydrolienne. Votre sentiment sur l'éolienne, je voudrais que vous écoutiez Yann Kefelec, notre invité cette semaine, et sa proposition sur cette énergie.
pour ou contre l'éolien. On constate que l'éolien est en train d'envahir le paysage français. C'est un drame absolument à tous les niveaux. Au niveau du paysage, pour commencer. Alors un paysage, c'est rien, visiblement, pour ceux qui installent les éoliennes. On en a strictement rien à foutre. Le paysage ne va pas porter plainte. Le paysage, c'est un chef-d'œuvre au même titre qu'une œuvre d'art. Cette posture, cette position d'Yann Kefelec vous fait-elle réagir et cela me fait poser la question de votre rapport à l'éolien. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pouvez nous expliciter ou nous clarifier votre position sur l'éolien aujourd'hui dont Emmanuel Macron n'a quasiment pas parlé dans son plan 2030 ? Oui, alors d'abord commençons par dire que je partage le point de vue d'après lequel la beauté des paysages est l'un des biens gratuits qui est le plus accessible et que donc on a à le protéger. J'ajoute que la beauté a quelque chose de quasi physique, c'est que si vous regardez un paysage, quelque chose de son calme entre en vous et vous apaise. Donc cette personne a tout à fait raison de dire qu'en soi, la beauté d'un paysage est à protéger et que les éoliennes ne sont pas les bienvenues partout. Mais est-ce qu'il faut soumettre ce choix à référendum, par exemple, sur des sujets non, mais il faut trouver, il faut toujours partir d'avenir. Écoutez, d'abord, c'est absurde de dire ou vous aurez une éolienne devant chez vous, ou vous devez accepter les centrales nucléaires. Alors le pompon, c'est le président de la République. Lui dit « Ah, les éoliens, c'est pas supportable. Résultat, je vais vous mettre des centrales partout, des petites centrales. » Bon, tout ça est absurde. Quel est notre problème ? Nous devons produire de l'énergie. Nous savons le faire avec certains instruments. Certains sont dangereux, d'autres le sont moins. Les éoliennes sont infiniment moins dangereuses que les centrales nucléaires. Mais c'est pas les seules, et de loin, énergie alternative. Quant aux éoliennes elles-mêmes, je suis pour qu'on les installe au grand large, qu'on n'aille pas coller ça sur la première colline qui arrive dans ce pays, en défigurant tout le paysage. Quitte à détruire les coraux, donc, les fonds marins. Donc il faut faire des éoliennes offshore. Et si on dit offshore, pour dire en pleine mer. Et à partir de là, ça se discute, on travaille avec les pêcheurs, parce que les socles d'éoliennes peuvent être des lieux extrêmement vivants et vivaces, et qui nous permet de faire de l'aquaculture dans d'autres conditions. Mais surtout, moi je compte sur une énergie qui a autrefois existé dans le pays. Alors, on appelle ça hydrolienne. Dès qu'on dit hydrolienne, on dit « Ah, il n'y a qu'un rat Blanchard, monsieur Mélenchon, on ne va pas faire ça dans 50 endroits différents. » Si, il y avait 100 000 hydroliennes dans ce pays. C'est les turbines qui utilisent l'énergie marémotrice aussi. Mais la marémotrice, c'est pas possible partout, et en plus, ça se discute. Mais mettre des moulins ou des turbines sur les rivières et les fleuves, il y en a partout en France, on a de la chance. Il y en avait 100 000. On les a fermés. Pourquoi ? Parce qu'on mettait en place des usines qui produisaient de l'électricité thermique. Donc on mettait du gasoil, du je sais pas quoi, tout ce qu'on voulait pour faire tourner ça. Donc d'abord, regardons quelle est notre puissance dans ce domaine. Et puis, je termine en vous disant, il y a aussi une source d'énergie extraordinaire, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. La sobriété énergétique. Eh ben oui, écoutez, quand vous avez 700 000 logements qui sont des passoires thermiques, franchement, il y a mieux à faire que de pleurnicher à propos des éoliennes. Commençons par nettoyer les appartements et les rendre étanches. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème qui n'est pas une solution concrète. Seulement, il faut arrêter de tout caricaturer, parce que c'est les intérêts des uns ou des autres qui sont en cause. Voyez-vous, les éoliennes offshore, on sait les faire. Je vais vous dire des choses qui vont vous déranger. Il n'y a pas de carte en France des vents marins sur la côte de la Manche. Mais les Allemands les ont, donc on peut peut-être espérer les avoir. Deuxiio, c'est pas la peine de nationaliser les usines d'éoliennes, parce que les pales font 90 mètres, on les amènera jamais par bateau depuis Saigon ou Hong Kong, depuis Hong Kong ou Shanghai. Donc on a des atouts pour dire on sait le faire, on va le faire là, et on le fait offshore. Voilà, on avait de quoi. Vous savez, je rage, parce que M. Macron a vendu Alstom quand il était ministre de l'économie, et Alstom était la seule boîte qui avait créé un parc éolien en mer ou aux États-Unis d'Amérique. Alors eux, les Américains, ça leur a pas échappé. 8 mois après, ils mettaient en cabane le patron, et on l'a fait ressortir que quand ils étaient sûrs de racheter la boîte. Je parle crûment et durement pour que tout le monde m'entende bien. Je ne l'accepte pas, et si je suis élu, cette histoire-là reviendra sur la table. Merci Jean-Luc Mélenchon pour ce tour de l'actualité. On avait tant d'autres questions à vous poser, mais vous êtes... vous avez été... Non, mais écoutez, bon, ce sont des sujets d'importance aussi. Dans les locaux de France Bleu Champagne, à l'avant-veille de votre premier meeting de rentrée, Jean-Luc Mélenchon était avec nous. Merci, tout s'est bien passé. On m'a offert quelque chose du champagne Tétinger, mais je me demande ce qu'il y a. Ouais. Le patron m'a offert quelque chose. Écoutez, on va ouvrir ça ensemble. Merci. Merci en tout cas de votre présence, Jean-Luc. Merci à toute l'équipe de la locale de France Bleu Champagne et à lundi.